Salut Benoît, bienvenue dans ce nouveau podcast. C'est un plaisir énorme pour moi de t'avoir ici. Pour les peu de personnes qui vont nous écouter, plus les Suisses que les Français, et qui ne te connaissent peut-être pas encore, est-ce que tu pourrais juste décrire un petit peu ton parcours, de tes débuts au foot jusqu'à l'arrivée au monde pro? Je m'appelle Benoît Chéroux, j'ai été footballeur professionnel pendant 18 ans. Et avant ça, j'ai commencé par le foot amateur, évidemment, comme tout le monde, en région parisienne. Et à l'âge de 16 ans, j'ai été détecté par un club pro en France, le LOSC, Lille Olympique Sporting Club. Et j'ai intégré le centre de formation à l'âge de 16 ans, pendant 2 ans au centre de formation du LOSC, qui était en deuxième division, en Ligue 2, comme on appelle maintenant en France. Et donc j'ai fait 2 ans au centre de formation. Et la troisième année, j'ai repris avec l'équipe réserve. Et au bout d'un mois, il y a eu des blessés chez les pros. Et donc j'étais appelé chez les pros. Donc à l'âge de 18 ans, j'ai fait mes débuts chez les pros pour ma première saison en deuxième division, donc en Ligue 2. Et j'ai fait une dizaine de matchs. Et à la fin de l'année, j'ai signé pro. Et j'ai fait donc après 5 saisons en pro à Lille. Et on a eu la chance de monter tout de suite en première division, donc en Ligue 1 et d'atteindre la Ligue des Champions l'année d'après. Donc en 3 ans, j'ai connu les 17 nationaux, la réserve, la Ligue 2, la Ligue 1 et la Champions League. Donc c'était un apprentissage express. Et j'ai surfé sur la vague du LOS qui à l'époque était un club en plein boom, avec une super génération, un bon groupe de joueurs. Et après, c'est comme ça que j'ai lancé ma carrière à Lille. J'ai ensuite été transféré à Auxerre, où j'ai joué pendant 3 ans, En où il y Ligue avait 1. la Coupe d'Europe en Ligue 1 En aussi. Ligue 1. Et ensuite transféré à l'Olympique de Marseille, où j'ai joué 7 ans en Ligue 1 aussi, avec la Ligue des Champions aussi. Et à l'issue de mon contrat à Marseille, je suis allé faire une expérience à l'étranger, en MLS, la Major League Soccer, pas aux États-Unis, mais au Canada, à Toronto, où j'ai fait 3 ans. J'ai joué 3 ans là-bas. Et après, j'ai embrayé sur une reconversion de coach. Commencé à passer mes diplômes. J'ai coaché pendant un an à Toronto avec les jeunes de 17 ans. Et ensuite, je suis revenu en France, où là, j'ai arrêté le coaching. Et en fait, par hasard, j'ai été invité à une émission sur moi pour retracer un peu ma carrière, une émission télé en France. Et à la fin de l'émission, le rédacteur en chef m'a demandé si ça m'intéressait d'être consultant à la télé. Et je lui ai dit que c'était pas quelque chose que j'envisageais, mais pourquoi pas essayer finalement. Et donc, un peu comme coach, quand tu arrêtes ta carrière de joueur, tu voilà, as des idées, mais il faut que tu ailles au bout des choses. Donc, j'avais été un peu au bout des choses au niveau du coaching. Et là, au niveau du consultant télé, j'ai essayé. Donc, c'était à l'époque sur la Première Ligue. Donc, j'ai commenté un match obscur, un Burnley Crystal Palace. Il devait y avoir 10 personnes qui regardaient, mais j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Un deuxième match, un troisième match. Et en fait, je me suis retrouvé à aimer ça. Et de fil en aiguille, bah, j'ai progressé et maintenant ça fait plus de 5 ans que je fais ça, surtout sur la Ligue 1 maintenant, à commenter les matchs sur la Ligue 1 en France. Et j'ai fait la Champions League aussi, et donc c'est un métier qui me plaît énormément. D'accord, d'accord. Si on revient un petit peu à la base, quand tu t'entraînais dès le plus jeune âge, est-ce que c'était pour devenir pro? Est-ce que tu avais cette ambition-là de devenir joueur professionnel ou bien la détection arrive à ce moment-là, au bon moment, mais tu voulais peut-être pas forcément devenir pro? Pas du tout, quand tu joues au foot, c'est parce que moi j'ai baigné dans un environnement de foot. J'habitais à 500 mètres du stade de Colombes, dans un des meilleurs clubs de la région parisienne. Et mon grand-père était dirigeant dans ce club-là. Mon oncle aussi l'a été. Mon père a joué dans ce club-là. Pas un grand niveau, mais l'équivalent de la troisième ou quatrième division. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'il a connu ma mère et tout ça. Donc l'histoire familiale est vraiment tissée autour du foot. Et moi, je vais jouer au foot parce qu'il y a un club à côté de chez moi, que mon père aime le foot, que la famille aime le foot et que ça me plaît. Et j'ai la chance aussi d'avoir un grand frère de 3 ans, mon aîné, qui jouait au foot aussi. Donc je l'ai suivi et on jouait avec des potes au départ, vraiment pour s'amuser. C'est ce qu'il faut prendre beaucoup de plaisir en fait quand tu es jeune. Ça t'a mis la pression un petit peu d'avoir ces membres de la famille qui ont joué au foot, qui ont joué à des certains niveaux? Est-ce que ça t'a mis cette pression de te dire que toi aussi tu devais peut-être atteindre un certain niveau dans le foot? Pas du tout, parce qu'au début, tu joues au foot pour t'amuser, vraiment pour rejoindre tes potes. Et c'était un club très très bien structuré en termes d'infrastructure. Il y avait des superbes terrains d'entraînement
et des super éducateurs aussi. Donc, on s'amusait, mais on progressait en même temps. Après, mon père, il a joué en troisième, quatrième division et il nous chambrait beaucoup avec mon frère en disant le jour où vous me dépasserez, je serai fier de vous et tout ça, quoi. Et nous, c'était vraiment pas un objectif. D'accord. Sauf qu'à un moment donné, on l'a vraiment dépassé et là, on a pu le charrier à notre tour. Et à 16 ans, quand tu pars, parce que tu me dis que justement tu es détecté par le LOSC et que tu pars à 16 ans, tu changes de ville, tu pars loin de ta famille. Comment tu l'as vécu ça? Pas évident, mais pareil, j'ai eu la chance d'avoir un grand frère qui est passé par là, a été professionnel aussi et qui est passé par cette étape 3 ans auparavant. Et lui qui était parti à Lens. Donc, c'est aussi dans le nord, c'est pas loin, c'est à 2 heures de route de Paris, Lille aussi. Et donc, en fait, vers 15-16 ans, dans le club où j'étais, le Racing Club de France, Racing Club de Paris, il a changé beaucoup de fois de nom. Comme c'était un club formateur très important de la région parisienne, mais qui n'avait pas d'équipe pro, il y avait beaucoup, beaucoup de recruteurs qui venaient tous les week-ends. Tous les clubs pro étaient là tous les week-ends pour nous voir jouer parce qu'ils savaient qu'il y avait des bons jeunes, des bons éducateurs. Et donc, on était fortement sollicités. Et donc, il y a eu plusieurs clubs qui se sont intéressés à moi. Le choix de Lille s'est fait. Et ensuite, c'est vrai que tu dois partir de chez toi, effectivement. Et mes parents m'ont dit un truc très intelligent, je trouve. C'est pas parce que ton frère l'a fait que tu dois le faire. Mais moi, c'était quelque chose qui me plaisait. En fait, je n'avais pas d'autre idée de parcours professionnel que celui-là. Et je me suis dit, j'ai cette opportunité-là. Dans mon équipe, à 15-16 ans, on était donc une vingtaine. Et franchement, on est peut-être plus d'une dizaine à être partis dans les centres de formation partout en France. Et j'avais des potes qui restaient. Et je me suis dit, pour les potes qui veulent faire ça et qui, eux, n'ont pas la chance d'avoir cette opportunité, rien que pour ça aussi, il faut que j'accepte ce challenge et d'aller au bout des choses, quoi. Et pour pas avoir de regrets, surtout. Et Ok. donc, c'est ce que je me suis dit. Effectivement, je suis parti au centre de formation où là, tu es comme dans un internat et tu vis avec 20 autres jeunes à peu près de ton âge qui jouent au foot, et encadré, tu vas à l'école, tu t'entraînes, mais tu es loin de tes parents, c'est vrai. Quand tu dis que c'était des bons éducateurs au Racing Club, qu'est-ce qu'ils faisaient? Pourquoi c'était des bons éducateurs? Qu'est-ce qu'ils faisaient pour être des bons éducateurs à cet âge-là? Bah, quand tu es jeune, tu t'en rends pas forcément compte, mais il parle beaucoup de technique, de jeu, pas forcément de physique ou de qualité athlétique. C'était tout basé sur la technique au départ quand tu es jeune. Je me souviens à 6-7 ans faire beaucoup de jongles, pied gauche, pied droit, mauvais pied. C'était pas le truc le plus fun et le plus marrant quand tu joues au foot. Quand tu es petit, tu veux marquer des buts, tu veux pas faire des jongles ou des gammes de passes, de contrôle. Mais c'est ce qu'on faisait dans ce cadre-là et ça nous a fait progresser énormément techniquement. Et une fois que tu maîtrises le ballon, bah, peux faire beaucoup plus de choses après. Des passes courtes, des passes moyennes, des passes longues, mauvais pied, pied droit, pied gauche, de la tête aussi. Et, il t'apprenait à réfléchir aussi, à gérer des situations. Humainement, comment c'était humainement? Humainement, Est-ce qu'ils c'était... t'entraînaient pour que tu deviennes pro ou est-ce qu'ils t'entraînaient... Non, pas du tout, pas Ok, du tout, ouais. parce que c'était un club où il y avait pas... Il était très bien structuré, mais il n'y avait pas de finalité à être pro, puisqu'il n'y avait pas d'équipe pro, à ce moment-là en tout cas. Et donc, c'était vraiment une envie de faire progresser les joueurs, mais avec une certaine philosophie de jeu aussi, qu'on pouvait retrouver en débutant, poussin, pupille, minime à l'époque, ça s'appelait comme ça quand on franchissait les paliers. Ok. Et tu arrives au LOS, tu dis que tu montres avec l'équipe pro quand il y avait des blessés? C'est juste? Oui. Qu'est-ce qui se passe là quand on t'appelle parce qu'il y a un blessé? Ça se passe souvent aussi comme ça d'ailleurs dans le foot et tu vois qu'il y a un blessé avec le monde pro. Il se passe quoi dans ta tête quand t'es appelé pour aller avec l'équipe pro là? Ouais, bien sûr, tu as raison. Il faut, je pense, du talent au départ, beaucoup de travail, mais aussi de la chance et une opportunité comme ça. Et moi, j'étais milieu de terrain et gaucher. Et chez les pros, il y a l'arrière gauche qui se blesse. Et donc, on s'entraînait, je me souviens, c'était un vendredi soir avec la réserve. Et moi, je me préparais pour le match avec la réserve pour le week-end, le samedi ou le dimanche, je sais plus. Et à la fin de l'entraînement, on voit le directeur sportif qui arrive, on est en train de s'étirer tous ensemble. Et le directeur sportif arrive et dit, voilà, il y a un joueur qui s'est blessé chez les pros. Ils étaient partis, les pros, à Toulouse. Ils jouaient le lendemain à Toulouse. Et donc, voilà, j'ai avoir besoin d'un joueur. Et c'est toi, Benoît, qui va venir avec moi. Voilà, donc c'est ouais, un petit coup de chaud, un petit coup de pression, parce que tu te prépares pour cette étape, mais tu n'es jamais vraiment prêt quand ça arrive, surtout soudainement comme ça. Et donc, beaucoup de fierté, surtout que là, j'ai évolué encore avec mes potes aussi, avec l'équipe réserve. C'était des joueurs avec lesquels j'évoluais depuis plus de 2 ans maintenant. Donc, on était tous là pour le même objectif.
mais on était en même temps en concurrence, certains, et en même temps des amis qui sont restés des amis pour la vie maintenant. Et ensuite, je suis parti à Toulouse le lendemain. Et là, tu changes de monde. Tu sais pas combien de temps ça va durer déjà. Donc, tu dis que tu essaies de tout prendre, en termes d'expérience, de conseils, de ce que tu vas rencontrer, quoi. Tu joues titulaire au match? Et je suis remplaçant. Ok. Et c'est l'arrière gauche qui se blesse. Mais moi, j'ai jamais joué arrière gauche. Mais le coach me demande, t'as déjà joué arrière gauche? Je dis, bah, bien sûr, j'ai déjà joué arrière gauche. S'il m'avait dit, tu peux jouer gardien, j'aurais joué gardien. J'aurais joué n'importe quel poste. Et donc le match se déroule et il me fait rentrer à 5 minutes de la fin, arrière gauche. Et, euh, et, Comment en, tu te sens à ce moment-là? et en fait, excité, mais tu essaies de gérer les émotions parce que ouais, il y a l'excitation et tu dis que émotionnellement, si tu te laisses submerger, peut-être que tu vas avoir un mauvais placement, moins de concentration. Et là, j'ai senti que je changeais de dimension. Je pense qu'en 5 minutes, j'ai dû faire 4 ou 5 kilomètres et j'ai couru de partout, mais en essayant de rester sur mon côté quand même. Et il y a deux, trois anecdotes sur ce match qui me font comprendre que j'étais vraiment le petit jeune sans expérience. Il y a un corner, et quand tu rentres, il y a toujours la liste des marquages. Mm. Et donc, moi, quand je rentre, on me dit, tu dois prendre ce joueur-là sur les corners. Donc, corner pour Toulouse. Et je prends le mec en question au marquage, très costaud. Mais moi, j'étais un chien sur le terrain aussi. Si tu peux faire deux têtes de plus que moi, il n'y a pas de problème. Mais costaud, mais bon, comme j'étais le petit jeune, un petit peu impressionné. Et en fait, le corner se joue là-bas. Et lui, pendant que je regarde là-bas, il m'attrape par le cou et il me serre fort, fort, fort. Mais ça dure une seconde ou deux. Et en fait, le temps que je me débatte et que je veuille le pousser ou le prendre, lui, il était déjà parti. Le corner se tire et donc j'ai raté mon marquage. Heureusement qu'il marque pas sur cette action-là. Mais je me suis dit, ah ouais, là tu es chez les pros et tu es le petit jeune qu'on est en train de prendre en main, quoi. Ok. Donc le joueur d'expérience qui m'a fait le coup d'expérience, quoi. Donc le coach était content de toi sur ces 5 minutes? Faut croire, puisqu'il m'a fait, enfin, il m'a gardé dans le groupe après. Je suis pas retourné avec l'équipe réserve. Après, j'ai continué les entraînements les jours Dès ce d'après, match-là? dès ce match-là, et j'ai plus quitté le groupe pro Ok. ensuite. Ouais. Et comment ça se passe par la suite? Est-ce que tu gagnes dans cette même équipe ta place de titulaire au milieu de Ouais, terrain? non, je fais une dizaine de matchs la première saison en tant qu'arrière gauche, mais je m'entraîne tous les jours avec les pros, donc c'est un niveau au-dessus. Donc j'apprends énormément et je me déplace avec eux, je porte les ballons, je récupère les buts à la fin des entraînements. C'est un peu comme ça que tu apprends aussi. Mais je me changeais pas dans le vestiaire des pros. J'étais encore dans le vestiaire de la réserve. Et tous les matins, je me changeais et je les rejoignais. Il fallait que j'attende qu'ils me disent, qu'ils me donnent l'autorisation pour entrer dans le vestiaire des pros. C'était fait exprès, ça? C'est fait exprès pour te faire comprendre que, ok, tu es un bon joueur, tu as le niveau pour venir avec nous, mais t'es pas encore arrivé. Et ça, ce sont des choses qui se sont perdues, je pense. Et c'est dommage parce que parfois, tout va très vite et tu peux t'enflammer. Je pourrais me dire au bout de 5 minutes avec les pros, ça y est, je suis un pro. Mais en fait, j'étais pas un pro du tout. J'avais des qualités et j'aspirais à devenir un joueur de haut niveau, de Ligue 2 ou de Ligue 1. Mais je dois apprendre encore beaucoup de choses et je dois respecter ceux qui ont prouvé. T'as prouvé, donc on te respecte. Toi, moi, j'avais rien prouvé, donc pour l'instant, il fallait que je gagne ce respect-là pour gagner ma place, et sportivement dans l'équipe, et aussi dans le groupe. Et quand tu intègres définitivement le vestiaire, ou même quand tu allais aux entraînements, même sans avoir intégré le vestiaire, t'étais comment? T'étais impressionné par eux? Ouais, forcément, parce que c'est les mêmes mecs que je regardais à la télé la semaine d'avant, où j'allais voir les matchs à domicile et je les voyais jouer devant 10 000, 15 000 personnes, 20 000 personnes, donc énormément de respect. Mais en même temps, tu te dis qu'à un moment donné, il y en a quelques-uns dans ce groupe-là, il faut que tu leur prennes leur place. Donc respectueux, mais aussi avec la fin de bousculer les choses, de D'accord. faire ta place Tu te et faisais pas de faire petit, ton quoi. trou. Non, et des fois ça m'a pas joué des tours, mais on m'a fait comprendre que fallait aller étape par étape. Mais en fait, tu dis que t'as pas le temps. Les gens, ils aiment bien dire, ouais, t'es jeune, t'as le temps. Mais moi, j'avais tendance à dire, non, t'as pas le temps. Faut que tu prennes tout maintenant. Ok. Et au niveau des entraînements, qu'est-ce qui changeait vraiment au monde pro par rapport à ce que tu avais vécu déjà auparavant? En fait, jusqu'à présent, les entraînements, les discours des coachs, c'est une logique de développement de joueurs, une logique de progression. Tu es jeune, donc tu dois devenir toi individuellement et dans un groupe le meilleur possible. C'est pas pour gagner forcément le week-end. Après, bien sûr que dans l'apprentissage, il faut qu'on t'inculte la notion de victoire et que même un petit jeu à l'entraînement, je faisais un 5 contre 5, je détestais perdre. Et ça, c'est quelque chose qui se cultive. Tu peux pas t'entraîner
en ne faisant pas attention, tu gagnes, tu perds, c'est pareil. Non, c'est pas pareil. Si tu veux t'entraîner, c'est pour aller au-dessus. Au-dessus, on va te demander de gagner les matchs, d'être efficace, pas de mettre des petits ponts ou de la régaler. Donc ça, tu le comprends aussi parce que avec les pros, ce qui change vraiment, c'est que tu prépares le prochain match. Tu prépares toute la semaine en fonction d'un adversaire. L'adversaire qui est dans ta zone, mais l'adversaire collectivement aussi, comment le coach a analysé et imagine que l'adversaire va jouer en fonction de leur système de jeu et tout ça, quoi. Et sur la méthodologie pure, est-ce que tu étais impressionné par ça? Greg me disait que tout était millimétré sur le temps. Parfois, tu prenais 2, 3 joueurs de la deuxième, de l'équipe réserve, juste pour un exercice. Ça t'a impressionné un petit peu? Oui, parce que tout est très précis. Le temps passé sur le terrain est optimisé parce que justement, il y a la gestion de la fatigue, la gestion des blessures. Et on passe pas beaucoup de temps sur le terrain finalement. Mais le temps doit être optimisé pour gérer l'aspect athlétique, pour que tu aies suffisamment d'endurance, de résistance pour durer tout un match. L'aspect technique pour que tu aies des bonnes sensations et que tu continues de progresser, que tu fasses des passes de plus en plus précises, que tu aies de moins en moins de déchets dans ton jeu. Et l'aspect tactique pour savoir comment tu te positionnes vis-à-vis de tes partenaires et vis-à-vis de l'adversaire aussi. Donc tout est très précis. Ouais. Ok. Donc là, tu fais combien de saisons au LOSC Je fais 5 saisons au LOSC avec les pros? avec les pros. Ouais. Et c'est là que tu pars à Auxerre. Après, je pars au CERF pendant 3 Ok. ans. Comment ça se passe là-bas? Très bien, coaching différent avec la dernière année de Giroud. Je sais pas si Ouais, il ouais. est très connu Ouais, ouais. en France, sûrement à Mm, travers les, euh, les frontières aussi. On fait beaucoup de stages de préparation en Suisse d'ailleurs. d'accord. Et donc là, coaching différent, environnement différent. Mais en fait, tu te rends compte que quand j'étais au LOSC, j'étais toujours, même après avoir fait 100, 150 matchs en pro, toujours le jeune du club, parce que j'étais formé dans le club. Et quand j'arrive à Auxerre, là, j'ai le statut d'un joueur de l'extérieur qu'on a acheté, sur lequel on a misé de l'argent. Et vis-à-vis des autres joueurs, du staff, les gens te regardent différemment. Et ça, tu comprends rapidement que tu as un statut différent. D'accord. Coaching différent, pourquoi? Comment c'était au LOSC et puis comment c'est devenu à Auxerre? En fait, c'est coaching différent parce que c'est des coachs différents. Mais lorsque j'ai eu Vaïd Halilhodžić, qui a été entraîneur du Paris Ouais, Saint-Germain, de ouais. beaucoup de sélections, du Maroc, de l'Algérie, du Japon aussi. Comment c'était avec lui? Il était très dur, très très dur avec tout le monde et surtout avec les jeunes. Et en fait, c'était un super apprentissage parce qu'il te remettait souvent à ta place. Et donc, tu avais beaucoup plus de respect. Au niveau du travail, c'était très dur aussi, très exigeant physiquement. Ok. Et donc, après, tous les autres coachs pour moi ont été faciles parce que pour moi, c'était le plus dur. Mais en dehors du terrain, il était aussi dur? Ou bien il relâchait un petit peu pour te montrer qu'il était aussi là humainement pour Non, être là il pour toi? était un peu plus. Il était très chambreur. Mais il te faisait comprendre que c'était lui le coach, c'était lui le patron. Et je pense que pour moi, c'est important pour un coach de se positionner. En tant que patron, c'est lui qui prend les décisions, c'est lui qui dit si tu joues, si tu joues pas, c'est lui qui décide de la stratégie, si tu joues en 4-2, 4-4-2, 4-3-3, si tu vas attaquer, si tu attends l'adversaire. C'est lui qui va se faire virer si les résultats sont pas bons. Donc c'est lui qui met sa responsabilité. Et Giroud, comment c'était? Giroud, lui, c'était plus paternaliste. Lui, il te mettait dans les meilleures conditions. Et en termes de management, ça a été sûrement un des meilleurs que j'ai eu parce que au niveau du foot, c'est pas celui qui m'a appris le plus tactiquement, techniquement, mais au niveau du management, il savait comment parler à chaque joueur différemment. Toi, si tu avais besoin d'un coup de pied au cul de temps en temps pour que te réveiller, il savait le faire. L'autre, il fallait le caresser dans le sens du poil parce que sinon, il allait se vexer, il allait perdre confiance. Moi, personnellement, il savait qu'il n'avait pas besoin de venir me parler. Et au bout de 3 mois, il est venu me voir, il m'a dit, bon, toi, j'ai compris qu'on n'avait pas besoin de te parler, et je pense que ça te plaît, quoi. Je viens de pas te casser la tête. J'ai dit, c'est parfait, on continue comme ça, coach. Incroyable. Incroyable. Et là, tu pars à l'OM. Et après, à l'OM, ouais. Et à l'OM, qu'est-ce qui se passe quand tu arrives dans un des clubs les plus chauds d'Europe, probablement le plus chaud de France? Tu as la pression, on met beaucoup d'attentes sur toi. Comment tu le ressens ça? Ouais, forcément, en fait, Auxerre, c'était un club de Ligue 1, mais c'était pas peut-être le club le moins médiatisé de France. Mhm. Là, je passe À au l'extrême. club le plus médiatisé de France. Donc, tu comprends direct quand tu arrives en conférence de presse le premier jour et que tu es face à 30 journalistes qui te posent plein de questions. Et faut faire face, tout simplement, mais c'est de te mettre dans ta bulle. Tu es là pour jouer au foot. De la même façon que tu as joué au foot à Lille, à Auxerre, il faut que tu joues à Marseille de manière peut-être encore plus exigeante au niveau de la performance parce que tu sais que il y a plus de potentiel financier dans ce club-là. Donc si tu n'es pas bon pendant 3 matchs, ils vont prendre un autre, ou un autre, ou un autre.
Alors qu'à Auxerre ou à Lille, c'est des clubs un peu moins riches, où tu as peut-être plus le temps de t'acclimater, de montrer. Là, tu es tout de suite dans l'urgence de la performance. Tu joues dès le début là à l'OM? Et je joue dès le début, et j'ai pas quitté Et l'équipe. première fois au Vélodrome, comment ça se passe? Exceptionnel. La pression? J'avais déjà joué dans ce stade avec Lille et Auxerre, mais quand il va en tant qu'adversaire, tu as un certain sentiment. Parfois, tu sens un peu l'hostilité, mais tu es content parce que c'est le plus grand stade de France avec la meilleure ambiance. Donc, tu es galvanisé par ça. Et tu joues pas tous les week-ends dans un stade comme ça. Quand tu mets le maillot de l'Olympique de Marseille, c'est quelque chose où tu as l'impression de sentir le poids de l'histoire un peu. Premier club à avoir gagné la Ligue des Champions en France. Tous les grands joueurs qui ont mis ce maillot. Donc, tu te dois d'être à la hauteur et l'exigence, pas seulement dans le stade, mais quand tu sors du stade, quand tu amènes tes enfants à l'école, quand tu vas chercher le pain. On te le fait ressentir ça? Ouais, ouais, Partout. partout où tu vas, les gens sont passionnés et te parlent du match que tu viens de faire et le match que tu vas faire. Donc, c'est un endroit où, si tu vas au restaurant, même le serveur à 10 heures, il va te dire maintenant, vous rentrez chez vous là parce qu'il y a un match dans 2 jours. Incroyable. Et comment tu fais? Parce qu'à t'entendre, on dirait vraiment que tu gères parfaitement la pression. Comment tu fais pour ça? Ouais, ça a été le cas. Je pense que ça a été une de mes grandes forces. Tout le monde a des atouts à faire valoir. Moi, je n'étais pas un joueur, par exemple, très rapide sur le terrain. J'essayais de voir avant pour trouver les solutions. Et je pense que la gestion de la pression, ça a été une de mes grandes forces à l'OM. Le fait de se mettre dans cette bulle, d'avoir un environnement familial et amical stable aussi et solide autour. C'est quelque chose d'important et sortir de la pression quotidienne. Je te dis, partout où tu vas, quand tu joues à l'Olympique de Marseille, on te parle du match. Mais mentalement, comment tu fais pour passer après un match raté, après une passe ratée, comment tu fais pour te remettre directement dans le match? Comment tu gères ça mentalement précisément, toi? Précisément, je pense que c'est ce qui fait la différence entre le sportif amateur et le sportif de haut niveau. Tu peux le voir dans le foot, mais c'est encore plus flagrant dans le tennis, je trouve. J'aime bien m'inspirer d'autres sports. Mais au tennis, déjà, tu es tout seul. Chaque coup que tu fais, si tu le fais bien, c'est pas pour ça que tu vas gagner le point. Donc, il faut que tu te remettes tout de suite en question pour préparer le deuxième coup. Et si tu rates ton coup, c'est pas pour ça que tu vas perdre le match. Prépare le prochain coup pour qu'il soit bon et essaie de renverser la vapeur. Au foot, c'est un peu pareil, sauf que c'est beaucoup moins exigeant, je trouve. C'est un sport collectif, donc il y a un jour où tu peux être moins bien et ton équipe peut gagner quand même. Et parfois, c'est quand ton équipe est moins bien que toi, tu tires ton collègue vers le haut parce qu'il est moins bien et toi, tu es un peu mieux. Et dans le foot, c'est un peu comme au tennis. Chaque passe, chaque déplacement, tu peux rater une passe, mais c'est pas pour ça que tu sais pas faire des passes. Donc, ok, tu as raté une passe, il faut que tu te remettes et que tu penses tout de suite. Et c'est ce switch-là qui est important, je pense, dans le sport de haut niveau, pour te dire, là, c'est la prochaine passe que tu vas réussir. Ok. Et pareil, quand tu réussis 10 passes d'affilée, c'est pas parce que tu as réussi 10 passes d'affilée que ça devient facile et que tu dois être moins concentré. Au contraire, il faut garder ce niveau de concentration et d'application pour que la 11e, elle soit parfaite aussi. Ok. À Marseille, tu avais Marcelo Bielsa comme coach. Ouais, ouais, à la fin, ouais. Tu racontais une anecdote là avec l'ascenseur et Steve Mandanda. Ouais. Tu pourrais juste la raconter et j'ai une question hyper importante là sur ça. Ouais, c'était quelqu'un qui humainement était assez spécial dans sa relation avec les autres. Et, euh, et c'est sûr que c'était Steve Mandanda le capitaine à l'époque. Et au centre d'entraînement, il y avait un ascenseur pour descendre au vestiaire. Et en fait, quand Steve prend l'ascenseur, il y a déjà Marcelo Bielsa dans l'ascenseur parce qu'il descendait de l'étage du dessus. Et en fait, il a pas dit bonjour à Steve Mandanda alors qu'il le voyait pour la première fois dans la journée, quoi. Et c'était une attitude un peu bizarre pour nous, un peu déconcertante, mais ça reflétait un petit peu la personnalité de Marcelo Bielsa qui était parfois habité par ses idées foot. Et, mais parfois dans les relations humaines, c'était différent aussi. Mais tu vois, moi quand j'entendais ça, je me demandais en tant que joueur, comment tu peux te battre, enfin comment ça te donne envie de te battre vraiment sur le terrain et de t'arracher pour ce coach. Il y avait des joueurs justement qui décrochaient à cause de ça. Toi, comment tu le vivais ça? Bah, en fait, moi, j'ai pas joué avec lui parce que Ok, c'était la dernière saison. Je suis parti, donc j'ai pas connu vraiment de situation. Je l'ai connu 2, 3 mois et ça s'est pas bien fini, donc ok. Ça s'est bien passé. difficile. Est-ce que la vie au stade, même avec lui pour d'autres joueurs, ça se passait bien? Est-ce qu'ils arrivaient quand même à tenir avec ça? Ouais, je pense après, il faut leur poser la question à eux. Ok,
Ok. Et tu as parlé aussi de Guéret, Ouais. qui était apparemment top humainement. Qu'est-ce qu'il faisait lui pour être si bon humainement? Ouais, pour moi, c'est le meilleur coach que j'ai eu, et sportivement et humainement. Même si quand tu es joueur, tu te nourris de chaque coach. Il y a toujours des points forts dans chaque coach qu'il faut essayer de mettre dans ton sac à dos de joueur de foot pour continuer à progresser. Et Eric Guéret, il arrive à ma première saison en fait à l'OM, et en fait on commence avec un autre coach qui s'appelait Albert Raymond, qui était là depuis l'année d'avant, et qui avait qualifié l'équipe pour la Champions League. Donc on commence avec la Champions League, mais on commence le championnat. Et je crois qu'au mois d'octobre, donc après 2 mois de compétition, on est avant-dernier. Et donc les résultats n'étaient pas à la hauteur. Et moi, je venais d'arriver. Donc je me sentais responsable, comme au même titre que les recrues qui venaient d'arriver. Et le coach a été viré au mois d'octobre. Et là, Eric Guéret arrive. Donc on était vraiment dans une position délicate au classement. Et l'environnement était évidemment négatif, puisqu'on était très mal classé. Et Eric Guéret arrive, on le connaît de réputation, mais sans plus. Lui, je pense qu'il connaît pas beaucoup de joueurs de l'effectif. Il y avait Djibril Cissé, Mamadou Niang, Steve Mandanda à l'époque, mais qui commençait à peine. Euh, et Bolo Zenden aussi, qui venait de Liverpool, qui a joué au Barça, un international hollandais. Et en fait, quand il arrive, il met un cadre assez strict et rigide qu'on n'avait pas avant. Et ça nous a fait drôle. On n'était pas en position de réclamer quoi que ce soit parce qu'on n'était pas bon, on ne gagnait pas les matchs. Et donc on a suivi ce cadre qui était déjà de venir plus tôt à l'entraînement, manger ensemble. Après l'entraînement, rester pour manger ensemble. On faisait beaucoup plus de mise au vert, beaucoup plus de vidéos. Et il était donc très strict, très dur, mais à la fois très juste. Il arrive et le premier match qu'on fait, en fait, lui, il arrive le lundi et on doit jouer le mardi à Liverpool en Champions League, alors qu'on est 18e au classement et qu'aucun club français n'a jamais gagné à Liverpool. Donc nous, on se considérait comme une équipe moyenne, vu que les résultats qu'on avait. Et lui a su donner la force pour gagner à Liverpool. On gagne 1-0 à Liverpool, on fait un match incroyable, un match référence. Et lui, ça lui a facilité son travail aussi, parce que quand un coach arrive, que tu es dans une situation délicate au niveau du classement et que tu gagnes, bah, tout de suite, tu bois ses paroles, parce que tu te dis, ça y est, il a trouvé la bonne formule et c'est grâce à lui. Donc, il a pu s'appuyer sur cette première victoire et après, les résultats ont été excellents. On a fini la saison troisième du championnat, donc on fait une remontée au championnat. Et humainement, il était très fort parce que ce qui m'a marqué, c'était les lendemains de match. Après, le lendemain de match, à chaque fois, il faisait un débrief collectif dans le vestiaire. Donc, il était au milieu du vestiaire avec les 25 joueurs autour. Et il commençait par le gardien, défenseur, milieu, attaquant, les remplaçants. Tout le monde. Et il parlait devant tout le monde. Donc, le gardien, c'était souvent Steve Mandanda. Steve, t'as été exceptionnel hier. C'est grâce à toi qu'on a gagné le match. Et il passait à l'autre. Toi, Tai Taiwo, je suis très déçu. T'es passé complètement à côté de ta rencontre. J'attends plus de toi. Et ainsi de suite. Il faisait ça devant tout le monde. Donc, il y a des joueurs qui aimaient pas trop, évidemment. Mais moi, je trouvais ça très bien parce que tout le monde savait ce qu'il pensait de chaque joueur. Et si à Taiwo, il lui avait dit je suis déçu de toi, il le remettait titulaire le match d'après. Et le match d'après, s'il avait été bon, il lui dit voilà, j'étais déçu de toi la semaine dernière, mais je t'ai refait confiance, t'as rejoué. Et là, j'ai vu le vrai Taiwo que je veux voir, et c'est celui-ci que je veux voir. Ok, Et ouais, ça, le c'était net. très fort. Et il a réussi à se faire respecter comme ça. Et il était très juste. Tu étais d'accord ou pas d'accord avec son analyse, hein, mais euh, il était capable de dire à n'importe quel joueur qu'il a un statut d'international français ou le petit jeune, tu as été extraordinaire, c'est grâce à toi qu'on a gagné, ou alors tu as été nul et il va falloir faire mieux la semaine prochaine. Il y avait des gros caractères dans le vestiaire à ce moment-là? Oui, il y avait Djibril Cissé, que tu dois Comment, connaître, je te dis, Mamadou Niang, Lorik Sana, ouais, il y avait des comment il faisait le internationaux. coach pour gérer ça? Ouais, il s'est imposé en tant que patron, c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à Vaïd Halilhodžić. Je trouve que la qualité principale d'un coach, c'est le courage. C'est toi le chef, c'est toi qui montre la direction, c'est toi qui dois être garant de la discipline dans un groupe, dans une équipe. Donc, tu dois prendre tes responsabilités, tu dois pas avoir peur. Si tu n'as pas de courage, je pense que tu peux pas être un coach, ni un bon coach encore moins. Ok. Et t'as jamais pensé, toi, à devenir coach, mais dans la longue, parce que t'es devenu et t'as arrêté? Qu'il y a quelque chose qui t'a déplu dans l'activité? Ouais, ouais, c'est un métier qui me passionne.
Je me suis posé cette question très régulièrement pendant ma carrière de joueur. Et je me suis posé la question, qu'est-ce que je garderais de chaque coach que j'ai croisé dans ma carrière? Qu'est-ce que je garderais si moi j'étais coach? Donc quand je te parlais du sac à dos de joueur, c'était un peu le sac à dos Mm. du coach aussi ou du futur coach. Et tu essaies de prendre le meilleur pour essayer de te construire toi en tant que coach. Et en fait, en tant que joueur, je pense que c'est la meilleure position et c'est le plus beau métier du monde. Mais j'ai souvent eu une frustration aussi lors de certains matchs où je me suis dit, tiens, le coach, il a ce plan de jeu-là, et je suis obligé d'écouter le coach, parce que c'est lui le guide, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est le patron, et je suis sous ses ordres. C'est lui qui donne les ordres, les directives, les consignes. Et moi, ma sensation sur le terrain pendant le match, ou peut-être même avant le match, c'est de me dire, moi, si, je pense qu'on pourrait gagner le match, mais d'une autre manière. Tu le Mais je suis challenge- obligé. tu le challengeais un peu? Ouais, souvent, je pense que j'étais un joueur chiant pour les coachs. Et Ouais. puis, comment ils réagissaient? Parce que t'as ce genre de coach aussi qui sont hyper rigides et tu peux rien leur dire parce que sinon ça explose. Ouais, Et t'as ce genre de coach qui sont ouverts à la discussion et qui vont un peu t'expliquer aussi leur raisonnement. exactement. Bah, en fait, je me suis brûlé un peu les ailes avec Vaïd Leozik dès mon plus jeune âge, quand j'avais 18 ans, où après quelques semaines avec eux, il y a un entraînement où on fait une mise en place tactique. Et je récupère un ballon, donc j'étais milieu, je récupère un ballon et je fais pas la... En fait, j'avance, j'attends pour fixer un défenseur qui sort pour lancer l'attaquant en profondeur. Parce que pour moi, il fallait que le défenseur sorte pour créer cet espace. Et en fait, j'attends, et le défenseur sort et je fais la passe. Et là, il arrête l'entraînement et il dit Petit, parce qu'il avait un accent bosniaque, Petit, tu dois faire la passe avant. J'ai dit non, coach, je dois avancer pour fixer, pour faire sortir ce défenseur. Il me dit non, 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 t'as pas compris. Toi, tu parles pas. Toi, tu as 18 ans. C'est moi qui parle ici. C'est moi le patron, c'est moi le coach ici. Tu parles dans mon vestiaire si tu veux. Tu viens après dans mon bureau à la fin de l'entraînement. Tu viens parler. Mais ici sur le terrain, c'est pas toi qui parles, c'est moi. Et je lui ai tenu tête un peu. Sauf que j'étais le petit jeune de 18 ans. Et lui, il voulait pas se faire mettre à l'amende par le petit jeune de 18 ans devant tous les autres D'accord. joueurs confirmés qu'il avait déjà mis dans un cadre où c'était lui le patron. Et tous les anciens m'ont dit tais-toi, 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 même si tu as raison, tais-toi, c'est lui le patron, et fais ce qu'il te dit. Et quand tu auras prouvé, tu pourras après revendiquer certaines choses ou expliquer ta façon de jouer. Et Vaïd, maintenant, quand je le croise, il m'appelle le philosophe. Parce qu'il dit toi, quand tu étais petit, tu parlais un petit peu trop, hein, tu étais philosophe, philosophe. Et il y Donc, a voilà. des coachs avec qui, justement, ça s'est bien passé dans le sens où tu les as challengés et puis eux, ils rentraient en discussion avec toi ou Ouais. jamais sur le terrain comme ça, même. Si, si, après, j'ai toujours voulu garder une barrière aussi dans ma relation avec les coachs. Pourquoi? Parce que pour moi, c'était une relation professionnelle. Et même avec un coach comme Eric Gerets, que j'ai adoré, j'ai presque regretté à la fin de ma carrière de ne pas avoir été plus proche de lui, mais vis-à-vis des autres, je voulais pas être euh, le faillot, voilà, la taupe dans le vestiaire, le truc. Moi, c'était relation professionnelle, quoi. Le coach, les joueurs, tu mélanges pas, quoi. Le coach, c'est pas mon ami. Un coéquipier peut être mon ami, mais le coach, il est au-dessus pour moi. Et, euh, et donc, en gardant cette barrière, je l'ai regretté parfois et ça m'a rendu service d'autres fois aussi. Mais j'allais rarement vers les coachs pour leur dire, moi, je pense ceci ou je pense cela. Après, c'est plus si le coach me demandait mon avis que je disais, coach, si vous me demandez mon avis, je vous dis ce que j'en pense. Moi, je pense que c'est mieux comme ci ou c'est très bien de faire comme ça. Et voilà, avec Didier Deschamps, avec Eric Gerets, avec pas mal de coachs, ça s'est passé comme ça. D'accord. Et tu deviens coach, tu disais, au Canada? Ouais. Combien de temps? J'ai fait un Ok. an avec les jeunes. Donc, je voulais essayer ce métier, en fait, pendant toute ma carrière et surtout à la fin. Je me posais cette question. Et donc, je te parlais de la frustration au départ. Je reviens sur la frustration. Parce que moi, en tant que joueur, où des fois, tu es acteur principal sur le terrain, mais tu es obligé de coller au plan du coach, qui n'est pas forcément le tien, en fonction de tes idées, de tes convictions. Et donc, je me suis dit, en étant coach, j'aurais pas cette frustration. Mon équipe va jouer comme moi, je veux qu'elle joue. Si je veux qu'elle attaque sur les côtés, elle va attaquer sur les côtés. Si je veux qu'elle évolue avec un bloc bas, elle va évoluer avec un bloc bas. Si je veux qu'elle presse, elle va presser. Alors que quand tu es joueur, tu subis les idées de tes coachs. Et quand je me suis retrouvé coach, je me suis retrouvé avec une autre frustration de plus être sur le terrain acteur,
Donc, tu as toute la semaine pour mettre des choses en place, mais tu t'aperçois que le week-end, sur les choses que tu as mis en place, tout ne fonctionne pas et tu as cette frustration, des fois, de mettre des choses en place qui sont super intéressantes, auxquelles tu as réfléchi plusieurs semaines, parfois plusieurs années en tant que joueur. Je me suis toujours dit, tiens, cette idée-là, j'aimerais bien la mettre en place en tant que coach. Et parce qu'un joueur va rater sa passe, eh ben, tout ton système il tombe à l'eau, ou parce qu'il y en a un qui a oublié de revenir dans le bloc. Enfin, t'as cette frustration en tant que coach. Et t'étais quel type de coach, toi, justement? J'ai beaucoup appris en faisant mes diplômes, surtout avec des joueurs qui n'ont pas connu le haut niveau professionnel, mais amateurs, et qui ont dû faire avec un entraînement sur un quart de terrain, ou avec 3 ballons pour 20 joueurs, ou pas de chasu, pas de... Et donc, j'ai beaucoup appris à leur contact. Et au départ, j'étais dans mon esprit, un peu comme l'éducation que tu peux imaginer avec tes enfants, très directif. De dire ça va se passer comme ça, je veux que vous fassiez ça, le, la course ici, voilà, très, très strict, très rigide, très directif. Et en fait, en faisant ma formation de coach avec ces gens-là et les instructeurs, tu t'aperçois qu'il faut que les joueurs comprennent et acceptent et soient acteurs vraiment aussi de tes idées pour les mettre en place. Et que quand tu es sur le terrain, tu l'as vécu en tant que joueur. Parfois, il y a une situation où c'est toi sur le terrain qui doit faire le mouvement, soit le mettre à gauche, soit le mettre à droite. C'est pas le coach qui va être sur le côté avec la PlayStation, un coup à gauche, un coup à droite. Donc, T'arrivais à avoir de la patience avec les joueurs? oui, en plus, c'était avec les jeunes, donc c'était dans une volonté de développer les joueurs, les faire progresser. Je m'en foutais de gagner les matchs, même si c'était quelque chose que je voulais leur inculquer parce que c'était important, n'importe quel. Même si tu fais une course, un duel de sprint, tu veux battre le mec qui est à côté. Mais c'était pour moi de développer le joueur, pas gagner le match. Au Canada, il y a des grosses différences de niveau, donc des fois on gagnait les matchs 20-0. Et je sortais frustré de ces matchs-là parce que pour moi, mon équipe, elle n'avait pas travaillé dans l'adversité. Et des fois, on perdait 2-0, bah, je préférais perdre 2-0 parce que là, on jouait contre des équipes plus fortes et mes joueurs avaient progressé. Maintenant, les matchs où je gagnais 20-0, c'était une occasion aussi peut-être de faire changer mes joueurs de poste pour leur faire voir autre chose. Enfin, il y avait plein de choses à faire. On voit pas souvent, moi je trouve, parce que tu sais, je coach aussi en amateur, Ouais. et je trouve qu'on voit pas souvent des personnes avec cette mentalité qui mettent en avant plus la progression des joueurs plutôt que le résultat. Et souvent, en parlant avec beaucoup de gens, je me rends compte que c'est souvent les personnes qui ont joué à un certain niveau qui arrivent à avoir ce recul-là. Tu l'as vu ça aussi, toi, Ouais, je l'ai vu. Je l'ai Ok, vu, ça m'a un peu dégoûté du métier. d'accord. Parce que donc moi j'étais coach au sein d'une académie. Donc moi j'avais l'équipe des 17 ans, il y avait l'équipe des 16 ans, des 15 ans, des 18 et des 19. Donc on était dans un bureau où il y avait 6 ou 7 coachs. Et c'est exactement fidèle à ce que tu viens de dire. Parmi les 6 ou 7 coachs, on était 3 coachs à avoir eu une carrière professionnelle et les 3 autres venaient du monde amateur et n'avaient pas été joueurs de haut niveau. Et en fait, donc, on avait les matchs le week-end et le lundi, on faisait une réunion avec tous les coachs, avec le directeur de l'académie. Et tu voyais les mecs qui disaient: ah bah moi j'ai gagné 8-0, moi j'ai gagné. Et nous, on se regardait avec les 3 autres qui avaient été joueurs de haut niveau. Et nous, on disait: nous, on préfère perdre 2-0, mais avoir un match qui a rendu difficile les choses pour nos joueurs et qui les ont fait progresser. Gagner 20-0, tu progresses presque pas avec des oppositions comme ça. Et le football, en fait, c'est un sport que tout le monde a pratiqué et tout le monde pense connaître mieux que tout le monde. Et que tu sois pro, amateur et tout ça, tout le monde pense connaître mieux le football. Et je pense qu'il y a beaucoup de coachs, notamment dans le milieu amateur. Et moi, je le vois aussi parce que j'ai mon fils qui a joué et tous les week-ends, j'allais le voir et je voyais son coach et les coachs adverses aussi, qui pensent que ça va être les prochains Guardiola, Mourinho, Luis Enrique ou je ne sais quel autre coach encore, et qui évacuent leur frustration par ce biais-là. Et c'est pas dans le souci de faire progresser les jeunes, surtout, ou de les faire gagner. Ils pensent qu'ils vont C'est être beaucoup, meilleurs que le coach d'à côté ouais, qui connaissent mieux. Et beaucoup d'ego. Tu l'as senti c'est ça? l'ego, c'est ça, Voilà, exactement. Greg me disait ça, et je trouvais ça hyper intéressant. Il me disait que bah, ces coachs-là, tu sais, qui sont amateurs et qui n'ont pas vécu forcément
au niveau professionnel en tant que joueur, ils avaient un peu cette envie d'être bankable et Ouais, de montrer que eux ils gagnent, que eux ils sont premiers au classement et que c'était peut-être leur seul moyen à eux d'évoluer. Tu l'as senti beaucoup ça, cet ego présent là? ouais, je l'ai senti, je te dis, dans cette académie et tous les week-ends sur les terrains, ça se révèle. Après, c'est pas parce que tu viens du monde amateur que tu n'as pas été professionnel ou joueur de très haut niveau que tu peux pas être un bon coach. Mm. Et je pense que l'ego, tu en as besoin aussi pour progresser dans la vie, en tant que joueur de foot, en tant que coach, dans ton métier aussi. L'ego, des fois, ça te permet d'aller chercher plus loin, plus haut et de te faire progresser. Tout le monde a besoin d'ego pour avancer. Mais il faut bien le gérer et je pense que ça peut être un défaut chez certains. Et après un an, du coup, t'arrêtes. Pourquoi t'arrêtes? J'arrête parce que, en fait, moi, je suis très famille. Et j'ai 2 enfants et j'emmenais mes enfants le matin à l'école. J'allais au centre d'entraînement. Donc à 9 heures, j'arrivais au centre d'entraînement. Je préparais mes séances et moi, les jeunes, ils avaient 17 ans. Donc c'était en fin de journée que j'avais l'entraînement. Et ils allaient à l'école aussi. Donc je les avais à 18 heures jusqu'à 20 heures et je rentrais à 21 heures le soir chez moi. Donc j'arrivais chez moi, mes enfants, ils étaient presque au lit. Je leur faisais un bisou, bonne nuit. Le lendemain, je les emmène à l'école, un bisou, bonne nuit. Ça tous les jours de la semaine. Le samedi, j'avais mon match. Donc, je les voyais pas le samedi. Le dimanche, j'allais comme adjoint avec l'entraîneur des 19. Donc, je les voyais pas le dimanche non plus. Donc, j'ai passé presque un an sans trop les voir. Et j'adore le métier d'entraîneur. Et en fait, à un moment donné, je me suis dit, tiens, tu passes plus de temps à faire évoluer, à éduquer des jeunes. Et tu t'attaches, hein. Je me suis attaché, j'ai gardé contact avec les joueurs que j'ai entraînés. Il y en a 3 ou 4 qui sont devenus pros. On garde contact et j'ai beaucoup de plaisir à les voir évoluer. Mais je leur donnais plus de temps à eux qu'à ma propre famille. Et au bout d'un moment, même mon fils, il jouait, c'était au Canada, donc il jouait au foot et au hockey. Et je pouvais pas aller le voir. Il me dit, papa, tu viens me voir ce week-end Je dis, je peux pas, j'ai mon match. Et donc, au bout d'un moment, tu vois ton fils triste parce que tu vas pas le voir. Et je me suis mis à sa place. Je me suis dit, mon père, il s'occupe plus d'autres enfants que moi-même. Donc, j'ai adoré le métier en lui-même. Mais pour moi, c'était un trop gros sacrifice familial pour continuer dans cette carrière-là. C'est pour ça que j'ai arrêté. C'est incroyable ce que tu dis parce que souvent, moi, je vois des personnes qui coachent pas en amateur ou qui coachent pas tout court et qui sous-estiment la charge Ah oui. d'un coach même en amateur et le temps de travail que ça prend. Et en fait, tu te rends compte que c'est pas juste 1 heure et demie, 2 fois par semaine Non. d'entraînement. Et un match, c'est beaucoup plus que ça. Et Ouais, ça, c'est vraiment, je trouve, c'est incroyable là, ce que tu as dit, comme on quoi. dit, c'est 24/7 au Canada. Et même moi, pendant que je coachais, je me réveillais des fois la nuit en me disant, tiens, je faisais un rêve où j'imaginais un truc à l'entraînement où je me suis dit, tiens, lui, il est pas bien, je suis pas allé le voir, faut que j'aille lui parler demain à l'entraînement parce que je sens qu'il est pas en confiance. Et j'avais limite un calepin à côté sur ma table de nuit. Je me réveillais, j'écrivais le truc pour être sûr de pas oublier. Même le soir, quand je parlais avec ma femme, je pensais au match. Et c'était juste un niveau pas très élevé. C'était pour des jeunes, mais ça te prend tout ton temps et toute ton énergie. Et je pense que pour coacher, tu as parlé d'ego, il faut de l'ego. Et je pense qu'il faut une part d'égoïsme aussi. Et que ta passion de ce métier passe avant beaucoup de choses dans ta propre vie. Et si tu n'es pas prêt à faire ça, c'est compliqué. Et même, je connais beaucoup de coachs qui ont divorcé, enfin, c'est une vie difficile ou qui vivent plus avec leur femme parce que la vie de coach, c'est compliqué aussi parce que aujourd'hui, tu es coach du Paris Saint-Germain ou de l'OM, tu perds 3 matchs, bah, tu es viré, donc il faut que tu pars, tu te retrouves de l'autre côté de la France ou ailleurs en Europe, il faut que tu déménages, que tu prennes tes enfants, que tu te leur trouves une école, et ça tous les 3 mois ou tous les 6 mois. Quand tu es joueur, tu pas ça. Oui, tu peux changer de club fréquemment, mais pas aussi fréquemment qu'un coach, et tu dépends pas des résultats. Si tu es nul, tu vas plus jouer, ils vont te mettre sur la liste des transferts, mais tu vas rester au moins 6 mois où tu vas finir la saison. Et après, tu partiras. Quand tu es coach, tout est remis en cause à chaque match. Et donc, t'emmènes, toi, ta vie, mais t'emmènes ta famille aussi, tes amis. J'ai des amis coachs où leurs enfants à l'école, ils se sont fait, ils ont été harcelés parce que l'équipe de son père a perdu. Donc il a dit, ah, ton père il est nul, pourquoi il a joué en 4-4-2, pas en 4-3-3. Enfin, tu as une pression autour de la famille, pas seulement de toi. Si j'étais tout seul, sans famille, sans amis, tout ça, peut-être que je me lancerais ou que je me relancerais dans cette carrière de coach parce que c'est un métier qui me passionne. Mais pour tout ce qui est à côté, justement, pour moi,
ça vaut pas la chandelle. Pour D'accord. l'instant, en tout cas. Ouais, donc cet aspect que tu n'as pas aimé dans le coaching. Ouais. En tant que joueur, il y avait un aspect que tu n'aimais pas chez le coach? Comment ça? J'ai pas Chez le compris. coach que tu avais, c'est-à-dire un coach qui est trop comme ci, qui est trop comme ça. Il y avait... Ah oui. Qu'est-ce qui te déplaisait, toi, en tant que joueur? Moi, c'était les coachs qui n'étaient pas suffisamment courageux ou qui n'étaient pas. Je parlais d'Eric Guerres qui était juste. Si le coach n'était pas juste, ça me déplaisait. Ouais. Et puis il fallait il y ait de la compétence, il fallait que j'ai du respect pour mon coach. Quand je voyais qu'il maîtrisait pas trop les choses, bah ça, forcément, j'avais du mal à respecter ça. Ouais. En ce qui concerne un peu les jeunes joueurs, parce que tu me disais avant que toi, quand tu arrivé dans le groupe, tu portais le matos, tu ramenais les buts. C'est quoi l'erreur que tu vois maintenant chez les jeunes joueurs aujourd'hui dans le foot? Chez les jeunes joueurs, bah, je vais reprendre ce qui a changé en fait. J'ai pas envie de dire avant c'était mieux et tout ça, mais je te dis que j'ai intégré le groupe professionnel à 18 ans, mais j'ai signé mon contrat pro un an après, après avoir prouvé. Donc j'ai signé mon contrat pro à 19 ans. Maintenant, les jeunes, ils signent à 16 ans, 17 ans. Parce que en France, je parle de la France parce que c'est l'endroit que je connais le mieux. Il y a tellement de bons jeunes et ils sont tellement bien formés que tout le monde vient de partout dans le monde, de partout en Europe. On vient chercher des jeunes Français. Donc c'est dur pour les clubs français de conserver ces jeunes-là. Pour les conserver, ils sont obligés de leur faire signer des contrats rapidement. Et parfois, à 16 ans, tu signes pro, mais tu n'as même pas joué encore en réserve. Et tu penses que tu es déjà un joueur de haut niveau, alors que ce n'est pas le cas. Et ça, c'est peut-être une erreur de l'entourage aussi. Et après, c'est humain aussi de dire, ah, tiens, tu as 16 ans, tu as signé un contrat pro, tu penses que tu es arrivé, mais tu n'es pas arrivé du tout. Et Et parfois, et nous, en fait, quand j'ai commencé, moi, je portais les ballons, je poussais les buts. Quand il y avait un truc à ramasser, c'était moi, en tant que jeune, qui allait ramasser les trucs. C'était pas les anciens. Ça a disparu parce que les staffs maintenant sont constitués avec beaucoup de personnes qui s'occupent de ça pour mettre les joueurs dans les meilleures conditions. Et les joueurs, ils arrivent, ils ont même pas besoin de porter leur sac maintenant. Bon, moi, c'était le cas à la fin de ma carrière. Mais parfois, on est mis un peu trop dans le confort, quoi. Faut pas oublier que tu es juste joueur de foot, quoi. Et cette évolution un petit peu des jeunes joueurs, c'est aussi lié à l'évolution du coaching. Est-ce que tu as senti un peu une évolution dans le sens où maintenant il faut plus les caresser peut-être dans le sens du poil, ces joueurs? Est-ce que tu peux pas trop être dur avec ces jeunes joueurs parce que sinon il va se plaindre et puis il part? C'est T'as- plus ça, en fait. C'est pas par rapport au coaching, c'est par rapport au contexte. Au contexte, ok. C'est beaucoup plus facile de partir maintenant, alors qu'avant, le club avait vraiment la main sur ce que tu allais devenir dans les prochaines années. Donc, en tant que joueur, tu respectais le club et tu sais que tu pouvais pas faire trop non plus. Maintenant, il y a d'autres choses qui ont évolué, les réseaux sociaux. Des fois, maintenant, il y a des joueurs qui sont plus puissants que les clubs parce qu'ils ont plus de followers, parce qu'ils ont une puissance médiatique plus importante que les clubs. T'imagines ça, et ça, c'est inquiétant, ouais. Même si on peut pas aller contre ça. On a parlé des beaux moments de ta carrière et au contraire, est-ce que tu as eu des moments difficiles? Est-ce que tu as pensé pas arrêter, pas jusque-là, mais est-ce que tu as eu des moments plus compliqués? Ouais, forcément, mais c'est les moments compliqués qui te font devenir plus fort. Quand, par exemple, à Lille, bon, le coach Vaïd Elodie qui était très dur, après il est parti. Il y a un autre coach qui est arrivé, Claude Puel, qui était très dur aussi, un peu moins que Vaïd, mais très dur. Et là, j'ai évolué 2 ans avec lui, et en fait, la première année, ça s'est très bien passé. La deuxième aussi, j'étais capitaine la plupart du temps. Et on reprend la troisième saison. Et donc, j'avais fini la saison avec le brassard. Et on reprend la saison, la préparation. On fait le premier match amical, je suis remplaçant. Deuxième match amical, remplaçant. Troisième match amical, remplaçant. Donc, c'était pas un grand communicant, Claude Puel. Donc, à un moment donné, je me dis, bon, comment ça se fait que je suis remplaçant? Donc, je vais taper à sa porte et je vais le voir pour avoir une explication. Et il me dit, bah, je compte pas sur toi cette saison. Et il me l'apprend à ce moment-là, quoi, alors que j'étais capitaine la saison d'avant et que je ne l'ai pas vu venir, en fait. Et donc là, c'était une grosse gifle que j'ai pris, parce que c'était mon club formateur, j'avais grandi avec le club, j'étais en place, tout le monde me connaissait, j'étais bien, j'avais le brassard, et du jour au lendemain, en fait, tout s'arrête, quoi. Parce qu'il dit, bah, je compte pas sur toi, je compte sur d'autres joueurs à ton poste, quoi. Et je m'y attendais pas. Et donc là, bah, j'ai des contacts avec d'autres clubs, je signe à Auxerre, mais sur le coup, c'est une grosse, grosse claque. Et
Et en fait, c'est là où c'est un rappel de la vie, un rappel du sport de haut niveau où tu jamais arrivé. En fait, Ouais, tout est remis en question à chaque fois. Il y a des nouveaux joueurs qui peuvent arriver, qui sont meilleurs que toi, un jeune qui est plus fort que toi. Donc là, je me suis dit, OK, il faut jamais s'arrêter de travailler, de progresser. Et je suis parti à Auxerre. Et quelques années plus tard, je l'ai remercié. En fait, je l'ai très mal pris quand il m'a dit ça, sur justement, le coup. c'était ma question. Est-ce que sur le moment, tu as eu cette réflexion-là que tu viens de décrire ou non, tu pensais pas encore comme ça à ce Ah moment-là? non, non, j'ai très mal pris et je l'ai haï pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Et c'est une haine qui m'a permis de travailler encore plus à l'entraînement et de me dire, je vais lui montrer qu'en fait, je suis meilleur que ce qu'il pense, même si j'étais dans un autre club. Et en fait, le premier match de la saison, de cette saison-là, donc je pars pendant la préparation. Et le premier match, c'était Lille-Auxerre. Donc je reviens à Lille avec le maillot d'Auxerre. Et j'avais fait un bon match, mais je sais plus le score. Mais en fait, cette claque qui m'a mise m'a fait progresser et j'ai beaucoup appris. Et je l'ai remercié quelques années plus tard. Je dis, je l'ai très mal pris quand vous m'avez dit ça, coach, que vous comptiez pas sur moi. Mais en fait, ça m'a bougé. Incroyable. Si on donne un petit conseil, enfin si tu donnes, pas moi, mais si tu donnes, si tu aurais un conseil à donner aux jeunes, qu'est-ce que tu aurais aimé toi savoir à 18 ans, quand 18, 16 ans, 17 ans, quand tu arrives dans le monde pro? C'est un petit peu ça, quoi, la remise en question à chaque fois, en fait. C'est ce qui te permet de pas t'enflammer quand tu fais un super match ou quand tu gagnes. Et, et pas penser que tu es nul quand tu passes à travers ton match. Ça peut arriver de continuer à travailler. C'est de toujours remettre en question. Et en fait, c'est ce qui, des fois, peut te laisser un regret à la fin de ta carrière parce que tu gagnes un match, bah, tu vas penser au prochain, tu savoures pas en fait ton bon match ou très peu de temps. Et ça, c'est peut-être un des regrets que tu peux avoir, enfin que moi je peux avoir, parce que je me projetais tellement sur le prochain entraînement, le prochain match, que bah, ce qui vient de se passer, même si tu as fait un super match, tu as mis un super but, ou tu as gagné un match exceptionnel ou un trophée, tu le savoures pas suffisamment, je trouve. Parce que tout de suite, tu te remets en question pour aller chercher le prochain truc. D'accord, d'accord. Tu disais que le coach Vaïd Alilozic t'appelait le philosophe. Ouais. Donc ma question, c'était de savoir, ça t'a appris quoi le foot sur la vie? Bah, c'est ça un peu, qu'un jour tu es en haut et le lendemain tu es en bas et inversement, quoi. La roue tourne très vite. Et c'est ça, ça t'apprend beaucoup de choses, la vie dans le vestiaire. Le vestiaire, c'est un peu la jungle aussi. Tu es 20-25 joueurs avec le même but, gagner le prochain match. Mais dans les 20 ou 25 joueurs, il y a peut-être 3, 4, 5 joueurs qui sont susceptibles de jouer à ta place le week-end. Il n'y a que 11 mecs qui sont sur le terrain au départ. Donc parmi ces 25 joueurs, tu peux avoir des amis, mais des ennemis, entre guillemets. Et il faut trouver cet équilibre, en fait, entre montrer que tu vas pas laisser ta place à l'autre et en même temps travailler pour les autres parce que c'est un sport d'équipe. C'est ça qui est délicat, mais que tu comprends rapidement, même en amateur. C'est le même cas en amateur, au plus petit niveau. Dès que tu as 6 ou 7 ans, tu sais qu'il faut que tu sois meilleur que l'autre pour jouer, mais que l'autre peut être ton coéquipier aussi à un autre poste. Voilà. Mais c'est ouais, remise en question, humilité, je pense. Et D'accord. c'est ça. Et pour les jeunes coachs, ou les moins jeunes, mais qui se lancent dans le coaching, les éducateurs, tu leur dirais quoi avec l'expérience que tu as, toi? Ça aussi, humilité. Quand moi j'ai commencé ma carrière de coach, j'avais des idées bien précises, bien arrêtées. Et en fait, tu t'aperçois que bah, tu te construis et que tu peux avoir des idées et tes convictions, mais tu connais pas la vérité. Je me souviens quand j'ai passé mes diplômes, j'aime pas le pressing en tant que coach. Aller faire le pressing, il y a beaucoup de coachs qui font le pressing maintenant, mais je pars du principe que quand tu es coach, et j'ai été sur le terrain, quand deux joueurs de ton équipe ont la même idée en même temps, c'est super. Quand trois, c'est extraordinaire. Quand il y en a quatre ou cinq, c'est génial. Mais quand il y en a 11, parce que pour faire un pressing, il faut être 11 en même temps, à faire le même mouvement, parce que si tu en as un qui arrive en retard, bah, tout de suite le décalage il est fait et le pressing, en fait, c'est une arme pour l'autre pour t'ouvrir. Donc pour moi, le pressing, c'est trop compliqué à mettre en place. Et en plus, si tu joues contre une équipe qui est meilleure que toi techniquement, il suffit que tu vas presser un joueur qui est plus fort que les autres, un Neymar ou
n'importe quel joueur de sa trempe-là qui te fait un contrôle orienté et qui se retrouve face au jeu, ton pressing il est complètement désamorcé et c'est contre-productif. Donc j'étais contre cette idée de pressing, si tu veux. Et quand j'ai passé mes diplômes, donc j'ai mis les choses en place avec un bloc équipe, sans rentrer non plus trop dans les détails. Mais j'explique mon idée à l'instructeur et d'être différentes zones pour aller fermer l'adversaire, pas forcément pour aller faire un pressing haut, mais il me dit, mais tu me dis que tu n'aimes pas le pressing, mais est-ce que c'est pas un début de pressing que tu mets en place en faisant ce schéma avec ce bloc équipe, aller chercher dans certaines zones? En fait, lui, il m'a fait évoluer mon idée et de me dire, ouais, peut-être que c'est vrai, peut-être qu'il a raison, je suis contre le pressing maintenant, mais en fait, c'est une forme de pressing d'aller chasser dans certaines zones. Et peut-être que si mon équipe maîtrise ça dans certaines zones, je peux passer à l'étape d'après, d'aller chercher plus haut. Et peut-être que mon équipe sera capable de faire le pressing. Et c'est des idées comme ça, en échangeant, qui te font penser que bah, tu détiens pas la vérité. Et j'ai eu la chance, en plus, de coacher au Canada, en Amérique du Nord. Donc, on était confronté à d'autres cultures aussi. Amérique du Sud, on a fait des tournois super bien organisés. Il y avait les équipes de Boca Juniors, River Plate, des équipes mexicaines qui ont une façon de voir le foot complètement différente. Pourquoi? Comment ils le Dans leur voient? dispositif, en fait, déjà les échauffements, nous, on se prenait la tête à mettre beaucoup de plots. Et je voyais les mecs de River, ils arrivaient, un plot, deux joueurs, un ballon, contrôle orienté. Tu décales du plot, tu fais la passe à l'autre, tu te mets derrière le plot pour que l'autre fasse le contrôle orienté. Nous, on mettait 8 plots pour faire la même chose. Alors qu'avec un seul plot, ils arrivaient à faire ça. C'était beaucoup plus simple et beaucoup plus productif. Il y avait des systèmes de jeu où, je me rappelle, une équipe mexicaine, je crois que c'était Toluca, où ils jouaient avec 3 joueurs dans chaque couloir. Il y avait 2 défenseurs centraux, un mec, donc ça fait 4 et 2, 6 et 2, 8. Et après, il y avait un joueur au milieu du terrain et un neuf. Nous, on met beaucoup de densité au milieu. Et en fait, eux, ils mettaient de la densité sur les côtés. Ils mettaient 3 joueurs sur les côtés, mais qui restaient collés à la ligne, presque sur la même ligne. Et tu avais le joueur qui était au milieu, qui était capable de faire tourner le ballon d'un côté à l'autre. Et ils étaient toujours en supériorité numérique, soit côté droit, soit côté gauche, parce que l'équipe en face, elle avait 1 ou 2 joueurs dans les couloirs. Eux, ils avaient toujours 3 joueurs. Incroyable. Et pour moi, quand je les ai vus se mettre en place, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'ils font là? Mais ils avaient aussi le joueur au milieu capable de garder le ballon, supporter le pressing adverse et d'orienter à droite, à gauche. Si tu n'as pas ce mec-là, tu peux pas avoir ce dispositif-là. Mais j'ai trouvé ça super intéressant et je me suis dit, tiens, il faut t'ouvrir à certains trucs aussi que tu n'imaginais pas au départ, quoi. Tu joues à quel système, toi? Moi, j'aime bien le 4-2-3-1. Ok. 4-2-3-1, mais maintenant, pareil, je commande beaucoup de matchs et tu t'aperçois qu'il y a très peu d'équipes maintenant qui, en phase de construction, restent à 4 derrière. Il y a toujours soit l'arrière gauche qui monte, soit l'arrière droit. Alors, soit pour rester sur la ligne, soit pour rentrer à l'intérieur. Mais tu n'as pas besoin de 4 personnes en construction, c'est vrai. Tu as besoin peut-être de 2 ou 3 joueurs derrière pour amener de la supériorité numérique dans une autre zone du terrain. Mais pour défendre, tu peux pas occuper la largeur avec 3 joueurs seulement. Donc tu es obligé de ramener un quatrième, voire un cinquième. Mais si je devais jouer maintenant, je pense que j'évoluerais un petit peu comme ça, ouais. Mais c'est de plus en plus hybride. Le problème maintenant, c'est que ton arrière droit, il doit aussi savoir jouer milieu de terrain et se retrouver parfois attaquant. Mais pourquoi tu le mets arrière droit au départ? C'est parce qu'il sait défendre mieux que les autres. Et pourquoi tu mets ton attaquant devant? Parce qu'il sait marquer les buts plus que les autres. Mais si c'est ton arrière droit qui doit marquer les buts, c'est-à-dire qu'il est meilleur que ton attaquant, enfin, tu vois, ça te fait Ouais, on peut réfléchir. partir. Ouais, ouais, Et c'est ton effectivement. attaquant qui doit décrocher pour reprendre la place de ton défenseur quand il est monté. Mais il sait moins bien défendre que ton défenseur. Donc le fait d'être polyvalent maintenant, c'est vraiment quelque chose qui a évolué depuis quelques saisons dans le foot. Les joueurs doivent jouer à plusieurs postes. Mais pour être au très très haut niveau, il faut quand même avoir des spécialistes à chaque poste. Est-ce que tu trouves justement que c'est positif, ça? Est-ce que ça va pas dénaturer un peu le foot? Si, je pense il y a très peu de joueurs qui peuvent jouer à tous les postes. Et là, dans le championnat de France, vous prenez un joueur, Achraf Hakimi, qui peut jouer arrière droit, milieu, attaquant, et qui est le meilleur arrière droit du monde. Pour moi, est-ce que c'est encore un arrière droit? Tellement c'est un autre poste. C'est un poste qui a beaucoup évolué, je trouve, le latéral, qui était un peu délaissé. C'était un peu le joueur, tu savais pas trop où le mettre, tu le mettais arrière droit ou arrière gauche. Et maintenant, c'est un poste vraiment très très important qui fait des décalages. Mais tu peux te poser la question, si l'arrière droit il monte, c'est que c'est pas lui qui va défendre s'il y a un contre, et ça va être peut-être un joueur offensif.
Tu peux te poser cette question. D'accord. Je t'avais même pas posé la question d'ailleurs, mais toi, c'est qui le meilleur joueur avec qui t'as joué? J'ai joué avec Eric Abidal, défenseur central, arrière gauche, qui a joué au Barça très longtemps. Équipe de France aussi. Il était impressionnant, des qualités athlétiques hors du commun, Pourquoi de impressionnant? vitesse, vivacité, lecture du jeu. Il voyait tout avant tout le monde et il avait des capacités athlétiques, même s'il ratait une passe parce qu'il était un peu trop décontracté des fois. Il a récupéré avant que l'autre ait le temps de la prendre. Et j'ai joué avec Hatem Ben Arfa aussi, qui lui, en termes de génie, il était différent parce que C'était comment si- exactement? Parce qu'on l'entend de l'extérieur, ouais, on entend tout ça, mais toi qui l'as vécu au en plus fait, proche, c'était, voilà, tu avais deux défenseurs ici et tu avais l'espace ici. Moi, j'ai le ballon. Je vais passer là où il y a l'espace. Bah, lui, il va aller chercher la solution où toi, tu penses, où tout le monde pense qu'il n'y a pas de solution. Et il va la trouver. impressionnant. Impressionnant. Ok. Le joueur le plus dur à affronter. Il y en a un qui m'a impressionné, pas longtemps, parce que j'ai pas joué longtemps ou souvent contre lui, mais c'était Claude Makélélé. En fait, moi, quand j'étais en équipe de France Espoir, on se déplaçait avec l'équipe de France A à l'époque, avec les Zidane, Makélélé, Pires et compagnie. Et donc, des fois, le lendemain de match, pour ceux qui avaient moins joué, des A, ils s'entraînaient contre nous, où nous, on faisait les joueurs de complément, les petits jeunes. Et Claude Makélélé, qui jouait dans ma zone, en milieu de terrain. En fait, nous, on attaquait là-bas. Il y avait mon défenseur central je décroche pour lui demander le ballon. Et en fait, je prends l'information avant de recevoir le ballon. Et Claude Makélélé est sur ma gauche. Donc, je fais mon contrôle orienté sur la droite. Et en fait, le temps que je fasse mon contrôle orienté, il était déjà là. Il me récupère le ballon. Ballon d'après, pareil, je décroche. Je le vois, il est à droite. Je fais mon contrôle orienté sur la gauche. Il était déjà là. En fait, il allait vite. Et il avait lu ou vu avant moi. Je pensais que je l'avais vu avant. Et en fait, il était déjà là depuis un quart d'heure. Incroyable. La prochaine question, je pense que tu y as déjà répondu, mais je te la pose quand même. Le plus gros talent gâché que tu vu? C'en est même au centre de formation qui sont pas connus, qui sont pas sortis. Mais ouais, on peut prendre l'exemple d'Hatem Ben Arfa toujours, qui avait peut-être le potentiel d'un Messi ou d'un Cristiano Ronaldo. Ouais. Ok. La phrase d'un coach que tu jamais oubliée? Ou les paroles d'un coach? Peut-être pas la phrase Ouais, précisément, mais difficile à sortir. je te laisse le Ouais, temps. une Alors seule la prochaine, chose. c'est Ouais. le plus gros caractère vraiment que tu vu dans un vestiaire. Plus gros caractère. Ouais, Djibril Cissé, c'était pas mal, ouais. Il était comment, lui? Parce qu'il a joué en Suisse aussi. Ouais, c'est vrai. Yverdon, non? Yverdon, Ouais. exact. C'était Anthony Brezac qui l'avait d'ailleurs. Sauf Euh, erreur. bah, c'était l'attaquant égoïste, mais dans le sens noble du terme pour un numéro 9. Il voulait toujours avoir le ballon pour marquer des buts. Il avait les capacités, qualités de vitesse, qualité de frappe. Et en fait, ouais, il voulait toujours le ballon, donc il levait les bras et tout ça. Donc on s'est embrouillé pas mal de fois quand on a joué ensemble. Parce que j'aimais pas les attaquants qui levaient les bras. Si je te fais pas la passe, c'est que je peux pas. Ou voilà. Voilà. Tu lui rentrais dedans en direct? Ouais, aussi. Et puis, bon, quand tu es milieu de terrain, tu as le pouvoir parce que tu as le ballon. L'attaquant, lui, il court, il fait l'appel, mais si tu veux pas lui donner, tu lui donnes pas. Donc, c'est ce que je lui expliquais. Tu peux faire 10 appels, si je veux pas te la mettre, je te la mets pas. Donc, lève pas les bras, fais des bons appels, je te les mettrai. Le plus gros buzzer que tu vu et au contraire aussi le plus fainéant de tous. Difficile. Un joueur exemplaire, c'était Bolo Zenden, international hollandais, donc qui a joué à Liverpool, Middlesbrough, Barça. Et lui, il arrivait à Marseille, il avait 32 ans, donc nous, on le regardait à la télé, et c'était incroyable que ce joueur-là joue avec nous. Mais on avait beaucoup de respect pour lui, mais c'était celui qui travaillait peut-être le plus, alors que c'était celui qui avait la plus belle carrière, en fait. Nous, on avait 25 ans, et le mec, il avait 32 ans, il avait tout prouvé, mais c'était lui le premier à l'entraînement, c'était lui qui partait le dernier, et qui était exemplaire, en fait, exemplaire par l'attitude, pas forcément en parlant, même s'il nous donnait beaucoup de conseils aussi. Super. Ça nous rappelle un joueur d'ailleurs, hein, Cristiano Ronaldo, Ouais, ouais, qui s'entraîne aussi. toujours. Dernière question, un mot, si vraiment tu devais résumer toute ta carrière en un seul mot, ça serait quoi? Ah bon, c'est dur, persévérance, ouais, humilité, parce que Allez, on quand garde ça. tu dois, ouais, tu dois toujours remettre. Magnifique, magnifique. Bah écoute Benoît, merci beaucoup. Merci Merci à toi, énormément pour ton temps. J'ai pris énormément de plaisir, moi en tout cas, à c'était très passer ce sympa. moment avec toi. Je te laisse le mot de la fin si tu as un conseil à donner à tous les acteurs du foot,
de manière très courte, tu leur dirais quoi? Voilà. Un peu comme dans la vie, la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain. Donc, tout ce que tu as fait aujourd'hui, il faut que tu reprouves demain, que ça soit positif. Il faut essayer de faire encore mieux demain. Et si c'est quelque chose que tu as raté, c'est pas parce que tu l'as raté aujourd'hui que tu vas pas le réussir demain.